Le cri résonna dans les couloirs de marbre comme un tonnerre brisé en deux. « Monsieur, votre mère est en vie. Je l'ai vue à l'asile. » Helena laissa tomber le chiffon, ses mains tremblaient violemment tandis qu'elle pointait le portrait poussiéreux accroché au mur du grenier. Ses yeux écarquillés fixaient l'image d'une dame aux cheveux gris et au sourire doux, tandis que des larmes coulaient sur son visage sombre. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Ricardo monta les escaliers en courant, trébuchant sur les dernières marches. Lorsqu'il arriva au grenier, il trouva sa femme de ménage agenouillée au sol, sanglotant devant le tableau de sa mère. La même mère qu'il avait enterrée 3 ans plus tôt. La même mère dont les funérailles avaient détruit son âme morceau par morceau. « Qu'est-ce que vous dites ?» La voix de Ricardo sortit rauque, presque inaudible. Helena leva son visage baigné de larmes, agrippant le bras de son maître avec une force désespérée. « Madame Béatrice, je l'ai vue de mes propres yeux. À l'hôpital Santa Clara, où je travaillais avant de venir ici. Elle est vivante, monsieur. Vivante. » Le monde tourna autour de Ricardo. Ses jambes fléchirent et il s'appuya contre le mur couvert de toiles d'araignée. Cela ne pouvait pas être vrai. Il avait lui-même organisé les funérailles. Il avait choisi le cercueil en acajou. Il avait déposé des roses blanches sur le couvercle scellé. Sa femme Camilla était restée à ses côtés tout au long de la veillée funèbre, lui tenant la main pendant qu'il pleurait. « Vous vous trompez. Ma mère est morte d'une attaque cérébrale. Les médecins l'ont confirmé. J'ai vu les documents. » Helena secoua la tête vigoureusement, essuyant son visage du revers de la main. « Je ne me trompe pas, monsieur. J'ai travaillé dans cet endroit pendant 2 ans, à nettoyer les chambres des patients. Madame Béatrice se trouvait dans la chambre 17, toujours seule, regardant par la fenêtre. Je l'ai reconnue aussitôt que j'ai vu ce portrait. C'est elle. La même dame. Les mêmes yeux tristes. » Ricardo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se souvint des derniers mois avant la supposée mort de sa mère. Camilla avait commencé à parler de ses oublis, de ses conversations incohérentes, de ses comportements étranges. Elle avait suggéré un examen médical, puis une hospitalisation temporaire pour un traitement. Tout s'était passé si vite. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de cela auparavant ?» demanda Ricardo, la voix tremblante de colère et de désespoir. « Je ne savais pas qui vous étiez. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai commencé à travailler ici, il y a 2 semaines, en voyant les portraits dans la maison. J'ai été renvoyé de l'hôpital du jour au lendemain, sans explication. J'avais besoin de travail. Je suis venu dans la grande ville. Quand je suis entré dans ce manoir pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Aujourd'hui, en nettoyant le grenier, j'ai trouvé ce portrait et tout a pris sens. » Ricardo se passa les mains sur le visage, essayant de digérer cette information impossible. Si sa mère était vivante, cela signifiait que tout n'avait été qu'un mensonge. Le certificat de décès. Les funérailles. Les larmes de Camilla. Tout. « Je suis désolé, monsieur, mais je devais le dire. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Cette dame à l'hôpital semblait toujours si perdue, si abandonnée. Personne ne venait la voir. Elle restait des heures assise sur sa chaise, murmurant le nom de quelqu'un. Ricardo. Elle répétait ce nom tout le temps. Les larmes jaillirent enfin des yeux de Ricardo. Sa mère avait passé 3 ans enfermée dans un hôpital psychiatrique, seule, l'appelant sans relâche. Pendant ce temps, lui visitait une tombe vide, parlait à une pierre tombale qui ne gardait que des mensonges. Où se trouve cet hôpital? La voix de Ricardo était désormais ferme, tranchante comme l'acier. À 50 km d'ici, dans la région de Valdos Cedro. Un vieux bâtiment entouré de hauts murs. Ricardo descendit les escaliers d'un pas lourd, son esprit fonctionnant à toute vitesse. Il devait découvrir la vérité. Il devait comprendre comment une chose aussi monstrueuse avait pu se produire juste sous son nez. En passant par le couloir principal, il entendit la voix mélodieuse de Camilla venant du salon. Elle était au téléphone, riant de quelque chose que son interlocuteur venait de dire. Ce rire n'avait jamais sonné aussi faux. Ricardo s'arrêta sur le pas de la porte, observant son épouse. Elle portait une robe de soie luxueuse, des bijoux brillaient à son cou et à ses poignets. La femme qui avait essuyé ses larmes. Celle qui avait tenu sa main pendant les funérailles. La femme en qui il avait une confiance aveugle. Camilla raccrocha le téléphone et sourit en voyant son mari. « Chérie, tu es tout pâle. Il s'est passé quelque chose ?» Ricardo avala difficilement sa salive, forçant un sourire. « Juste un peu de fatigue. Je vais sortir prendre l'air. » Il ne pouvait encore rien révéler. Pas avant d'en être sûr. Pas avant d'avoir vu sa mère de ses propres yeux et découvert qui avait orchestré cette cruelle mascarade. En marchant vers le garage, Ricardo sentit quelque chose changer en lui.
La douleur était en train de se transformer en autre chose. Quelque chose de froid et de calculé. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. La vérité était enterrée quelque part, et il allait la déterrer, peu importe combien de mensonges il devrait briser sur son chemin. Ricardo conduisit sur les routes sinueuses jusqu'à Val dos Cedros, les mains serrées sur le volant. L'hôpital Santa Clara apparut à l'horizon comme une tache grise contre le ciel nuageux. De hauts murs entouraient l'enceinte, des fenêtres grillagées reflétaient la faible lumière de l'après-midi. Un frisson parcourut son échine lorsqu'il gara la voiture devant le portail rouillé. La réceptionniste leva les yeux avec désintérêt quand Ricardo entra. L'odeur de désinfectant mêlée à celle de la moisissure envahit ses narines. Murs écaillés, vieilles chaises dans la salle d'attente, une ambiance qui semblait aspirer tout espoir de quiconque y pénétrait. J'ai besoin d'informations sur une patiente. Béatrice Almeida. La femme tapa lentement sur l'ordinateur ancien, ses ongles longs frappant les touches avec un bruit irritant. Nous n'avons aucune patiente portant ce nom. La chambre 17. Elle est ici depuis 3 ans. La réceptionniste fronça les sourcils et reprit la saisie. Ses doigts s'arrêtèrent soudain sur le clavier. Son visage changea, une expression d'alarme traversant ses traits. Je vous prie d'attendre un instant. Elle disparut par une porte latérale. Ricardo attendit, chaque seconde semblant une éternité. Ses yeux parcoururent les murs, remarquant des taches d'humidité, des lampes qui clignotaient. Quel genre d'endroit était-ce? Comment sa mère pouvait-elle être retenue là depuis 3 ans? Un homme en costume apparut, tendant la main avec un sourire calculé. Ses petits yeux évaluèrent Ricardo de la tête aux pieds. Docteur Fernandez, directeur de l'hôpital. En quoi puis-je vous être utile? Je veux voir Béatrice Almeida. Chambre 17. Le sourire du directeur vacilla une fraction de seconde. Monsieur, la confidentialité de nos patients est protégée. Nous ne pouvons permettre des visites sans autorisation préalable de la famille responsable. Je suis la famille. Je suis son fils. Le docteur Fernandez entrelaça les doigts, sa posture se raidissant. D'après nos registres, la personne légalement responsable de la patiente est Madame Camila Almeida. Seule elle peut autoriser les visites. Ricardo sentit le sang se glacer dans ses veines. Camila était la responsable légale. Camila avait signé les documents. Camila contrôlait qui pouvait ou non voir sa mère. Les pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer de façon terrifiante. Ma femme m'a dit que ma mère était morte. J'ai enterré un cercueil il y a 3 ans. Le directeur fit un pas en arrière, son visage perdant de sa couleur. Monsieur, je ne peux pas discuter de cas spécifiques. Je vous suggère de régler ce problème directement avec votre épouse. Combien paie-t-elle pour garder ma mère ici? Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Fernandez détourna le regard, ajustant sa cravate de main nerveuse. Vous devrez partir maintenant ou j'appellerai la sécurité. Ricardo quitta cet endroit avec plus de questions que de réponses. Dans la voiture, il posa son front sur le volant, essayant de maîtriser la colère qui bouillonnait en lui. Camila avait fait tout cela. Elle avait interné sa mère, falsifié des documents, simulé des funérailles. Mais pourquoi? De retour à la maison, le manoir était silencieux. Ricardo monta directement au bureau qu'il partageait avec Camila. Il ferma la porte à clé et commença à fouiller. Tiroirs, dossiers, vieilles chemises. Il devait y avoir un enregistrement, une preuve de ce qui se passait. Au fond d'un dossier étiqueté « Impôts anciens », il trouva une chemise noire sans identification. À l'intérieur, des relevés bancaires. Des virements mensuels vers l'hôpital Santa Clara. 15 000 par mois pendant 3 ans. Plus d'un demi-million dépensé pour maintenir sa mère prisonnière et droguée dans cet endroit horrible. Mais il y avait plus. Des documents immobiliers. Ricardo reconnut la propriété, la ferme que sa mère avait héritée de ses grands-parents. Val estimé à 8 millions. L'acte de transfert portait la signature de Béatrice, mais la date était 2 mois après les funérailles supposées. Impossible. À moins que sa mère n'ait été vivante pour signer. Ricardo photographia chaque page d'une main tremblante. Camila avait falsifié la signature de sa mère tout en la maintenant internée. Elle avait volé son héritage, transféré des biens, détourné des investissements. Tout cela pendant qu'il pleurait sur une tombe vide. La porte du bureau s'ouvrit. Camila entra avec 2 verres de vin, sa robe flottante, les cheveux parfaitement coiffés. Elle était l'image de l'épouse parfaite. Mais Ricardo voyait maintenant le monstre sous le beau masque. « Tu travailles tard, mon amour ?» Sa voix était un miel empoisonné. Je vérifie juste quelques vieux papiers. Camila posa les verres sur la table, ses yeux balayant rapidement les documents ouverts. Elle s'en rendit compte.
Ricardo vit l'instant précis où elle comprit qu'il savait. Cette idiote de femme de ménage t'a parlé, n'est-ce pas? La voix de Camilla changea complètement. Le miel disparut, remplacé par un froid tranchant. Ricardo se leva lentement, mettant la table entre eux. Tu as interné ma mère. Tu as fabriqué la mort d'elle. Tu as volé tout ce qu'elle possédait. Camilla haussa les épaules, saisit un des verres de vin et but calmement. Ta mère était un obstacle. Vieille, insupportable, toujours à remettre en question mes décisions. Elle n'approuvait pas notre mariage, rien n'allait. J'ai compris que tant qu'elle serait vivante, je n'aurais jamais le contrôle réel de cette famille. Elle était en bonne santé. Tu as inventé sa maladie. Ce n'était pas difficile. Quelques médecins corrompus, des rapports falsifiés, des témoins confirmant des comportements étranges. Tu étais tellement occupé par les affaires que tu as tout cru. C'était pathétique de voir à quel point il avait été facile de te manipuler. Ricardo sentit la nausée remonter sa gorge. La femme avec qui il s'était marié, avec qui il avait partagé son lit, planifié un avenir, était une criminelle froide et calculatrice. Les funérailles étaient du théâtre. J'ai payé le cercueil scellé, les certificats falsifiés. Tu as tellement pleuré, Ricardo. C'était presque touchant à regarder. Pourquoi me racontes-tu tout ça maintenant? Camilla sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux vides. Parce que tu ne peux rien prouver. Ce sont de vieux documents, des signatures contestables. Ta parole contre la mienne. Et je suis très doué pour paraître la victime. Elle s'approcha, posant ses mains sur la table. De plus, mon amour, tu as besoin de moi. La moitié de cette fortune m'appartient légalement. Si tu essaies de m'exposer, je te détruis aussi. Nous pouvons continuer ce mariage heureux, ou nous pouvons nous détruire mutuellement. Ton choix. Ricardo regarda la femme devant lui et ne reconnut rien. Où était la personne dont il était tombé amoureux? Où cette personne n'avait-elle jamais existé? Je vais la libérer. Je sortirai ma mère de cet enfer. Camilla rit, un son aigu et désagréable. Fais ça et je garantis qu'elle ne survivra pas une semaine. J'ai des amis puissants, Ricardo. Très puissants. Ricardo fit semblant d'accepter l'ultimatum. Dans les jours qui suivirent, il se comporta comme le mari obéissant que Camilla attendait. Dîner silencieux, conversation superficielle, sourire creux. Mais la nuit, quand elle dormait, il travaillait. Le cabinet d'avocat se trouvait dans un immeuble discret au centre-ville. Ricardo avait choisi le docteur Augusto Montenegro pour sa réputation impeccable et sa discrétion absolue. L'avocat écouta toute l'histoire sans interrompre, prenant des notes précises dans son bloc jaune. « Nous avons besoin de preuves irréfutables », dit Montenegro en ajustant ses lunettes à monture dorée. « Les documents que vous avez photographiés sont un début, mais Camilla a raison sur un point. Elle peut prétendre à une falsification, à une manipulation numérique. Il nous faut la source. Ma mère. J'ai besoin de son témoignage. » Exactement. Mais avant cela, nous devons garantir sa protection. Si Camilla découvre nos mouvements, elle peut effacer les traces. Ou pire. Ricardo sentit un froid dans l'échine en se rappelant la menace voilée de Camilla. Elle avait raison, elle avait des amis puissants. Dans les jours précédents, il avait enquêté discrètement. Le docteur Fernandez de l'hôpital avait un passé de violations éthiques, de procédures étouffées, de plaintes qui disparaissaient mystérieusement. Camilla avait très bien choisi ses complices. J'ai un contact au ministère public. Montenegro tapota la table du bout des doigts. La docteure Juliana Soares. Elle travaille sur des affaires de fraude et de privation de liberté. Si nous parvenons à présenter un dossier solide, elle pourra obtenir un mandat d'urgence. Dans les jours suivants, Ricardo monta sa stratégie comme un général préparant une bataille. Il engagea un détective privé, un homme d'âge moyen nommé Vitor, aux yeux fatigués et aux décennies d'expérience. Vitor commença à suivre Camilla, documentant chacun de ses mouvements, chaque rencontre, chaque appel téléphonique. Elena devint une alliée essentielle. Elle obtint le contact de 2 autres employés qui avaient travaillé à l'hôpital Santa Clara. Toutes 2 avaient été renvoyées abruptement, comme elle. Elles avaient des histoires à raconter. L'une d'elles, Teresa, accepta d'enregistrer un témoignage vidéo. Donna Béatrice était lucide, dit Teresa, les mains nerveuses serrant un verre d'eau. Elle savait où elle était, connaissait son propre nom, parlait de façon cohérente. Mais les médicaments. Mon Dieu, les médicaments qu'on lui donnait suffisaient à assommer un cheval. Elle vivait somnolente, confuse. Pas parce qu'elle était malade, mais parce qu'on la droguait. Vous avez vu qui autorisait cette médication? Le docteur Fernandez. Mais il recevait des ordres. Une femme élégante venait à l'hôpital 1 fois par mois. Elle ne montait jamais voir la patiente. Elle restait uniquement dans son bureau,
enfermé pendant des heures. Après ces visites, la posologie augmentait toujours. Ricardo montra une photo de Camilla. Teresa confirma immédiatement. Le second témoignage vint d'un infirmier ayant travaillé de nuit. Il révéla quelque chose d'encore plus choquant. Il y avait des caméras de surveillance dans les couloirs. Les enregistrements étaient conservés 6 mois avant d'être effacés. Mais il connaissait le technicien informatique de l'hôpital, un jeune homme qui faisait des sauvegardes illégales des fichiers, gardant tout sur des disques durs externes en guise d'assurance contre de futurs procès. Vitor parvint à localiser le technicien. Pour une somme généreuse, celui-ci remit 3 ans d'enregistrement. Ricardo passa des nuits à visionner ces images fantomatiques. Sa mère marchant dans les couloirs, toujours accompagnée d'infirmiers. Assise sur la chaise de la chambre, regardant par la fenêtre. Pleurant seule dans son lit. Un enregistrement en particulier fit Ricardo frapper la table de colère. Camilla entrant à l'hôpital par la porte de derrière, portant des lunettes de soleil et un foulard sur la tête. La retrouvant avec le docteur Fernandez dans son bureau. La réunion durait 40 minutes. Quand Camilla sortait, elle portait une liasse de documents. La date de la vidéo, 2 jours avant les funérailles supposées de Béatrice. Monténégro examina toutes les preuves avec un soin méticuleux. Relevés bancaires, témoignages enregistrés, vidéos de surveillance, documents falsifiés. Chaque pièce s'imbriquant parfaitement dans le puzzle de la fraude. « C'est suffisant », déclara enfin l'avocat. « Nous pouvons agir. » Mais Ricardo avait un problème plus grand. Il devait sortir sa mère de cet hôpital sans alerter Camilla. Le moindre mouvement brusque et elle exécuterait ses menaces. Il avait besoin d'un plan qui se déroule trop vite pour être empêché. La docteure Juliana Soares reçut Ricardo et Monténégro dans son bureau austère au palais de justice. Elle avait les cheveux courts et grisonnants, un regard pénétrant de quelqu'un qui avait vu le pire de l'humanité. Elle écouta tout, examina chaque document, visionna les vidéos. « C'est monstrueux », dit-elle en retirant ses lunettes et en se frottant les yeux fatigués. Combien de personnes souffrent en silence parce que quelqu'un a décidé qu'elles sont gênantes? Pouvez-vous nous aider? Je peux. Je vais demander un mandat d'urgence pour une inspection immédiate de l'hôpital et le transfert de la patiente. Avec ces preuves, aucun juge ne refusera. Mais vous devez comprendre une chose. Dès que nous exécuterons ce mandat, votre épouse saura. Et elle ripostera de toutes ses forces. Je suis prêt. Juliana se pencha en avant, ses yeux fixés sur Ricardo. Vous allez perdre la moitié de votre fortune dans le divorce. Elle inventera des mensonges, tentera de détruire votre réputation. Ce sera une guerre sale et publique. Êtes-vous sûr de vouloir cela? Ricardo pensa à sa mère, seule dans cette chambre froide, appelant son nom depuis 3 ans pendant qu'il visitait une tombe vide. Il pensa à toutes les nuits où il avait pleuré, à toutes les fois où il avait parlé à une pierre tombale, à toute la douleur que Camilla avait causée froidement. Qu'elle garde tout l'argent. Je veux juste récupérer ma mère. Juliana sourit pour la première fois, un petit sourire mais sincère. Alors allons chercher votre mère. Le plan fut tracé avec une précision chirurgicale. Le mandat serait exécuté le jeudi à 6 heures du matin, lorsque le changement d'équipe à l'hôpital créait une confusion naturelle. Une ambulance attendrait pour transférer immédiatement Béatrice vers un hôpital privé sécurisé, où des médecins de confiance évalueraient son état réel. Ricardo dormit à peine les nuits précédentes. Camilla ne se doutait de rien, confiante en son pouvoir et dans les menaces qu'elle avait proférées. Elle était sortie pour un déjeuner caritatif le mercredi, riant au téléphone, planifiant un voyage pour le week-end. Le jeudi, à 5h30 du matin, Ricardo quitta la demeure silencieusement. Elena attendait dans la cuisine, déjà habillée, des larmes d'espoir dans les yeux. « Nous allons ramener Madame Béatrice à la maison. » Le portail de l'hôpital Santa Clara fut enfoncé à 6 heures précises du matin. 3 voitures de police pénétrèrent dans la propriété, suivies par l'ambulance privée. La docteure Juliana descendit de la voiture avec le mandat judiciaire à la main, son expression dure comme le granit. Le docteur Fernandez apparut en peignoir, les cheveux ébouriffés, le visage pâle de panique. Ses mains tremblaient en lisant le document officiel. « C'est un scandale. Vous n'avez pas le droit d'envahir ma propriété de cette manière. Lisez la 3e page, dit Juliana froidement. Autorisation judiciaire pour inspection immédiate et retrait de la patiente Béatrice Almeida. Toute tentative d'obstruction entraînera une arrestation pour outrage. » Ricardo passa devant le directeur sans le regarder, son cœur battant comme un tambour de guerre. Elena marchait à ses côtés, tenant un chapelet entre ses mains. Ils montèrent les escaliers en hâte jusqu'au 2e étage. Chambre 17. La porte grinça en s'ouvrant. L'odeur de médicaments et de tristesse envahit les narines de Ricardo. Et elle était là.
Béatrice était assise sur la chaise près de la fenêtre, trop maigre, les cheveux gris plus longs qu'il ne s'en souvenait. Elle portait une chemise d'hôpital délavée. Elle tourna lentement la tête en entendant des pas, les yeux confus par la médication. « Maman !» La voix de Ricardo se brisa. Béatrice cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle essayait de faire la mise au point. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau. Une larme coula sur son visage ridé. « Ricardo ? Mon garçon ?» Il traversa la pièce en 2 pas et s'agenouilla devant elle, serrant ses mains froides et tremblantes. Béatrice toucha le visage de son fils de ses doigts hésitants, comme si elle ne croyait pas qu'il fût réel. « Tu es venu. Je savais que tu viendrais. Je t'ai tant appelé. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi de ne pas avoir compris. D'avoir cru au mensonge. » Béatrice secoua la tête, des larmes coulant librement maintenant. « Cette femme, elle m'a amené ici. Elle a dit que ce serait seulement pour quelques jours, que j'avais besoin de repos. Mais les jours sont devenus des semaines, des mois. J'ai crié, supplié de te parler. Personne ne m'écoutait. Ensuite, ils ont dit que tu me croyais morte. » La douleur de ces mots déchira la poitrine de Ricardo. Elena s'approcha, s'agenouillant aussi, tenant l'autre main de Béatrice. « Madame Béatrice, vous êtes libre maintenant. Nous allons vous ramener à la maison. » 2 ambulanciers entrèrent avec un fauteuil roulant. Béatrice fut transférée avec précaution, tenant toujours la main de son fils comme si elle craignait qu'il disparaisse. En passant dans le couloir, d'autres patients regardaient par les portes entr'ouvertes. Visages oubliés, vies emprisonnées. Ricardo fit une promesse silencieuse de revenir aussi pour eux. Au rez-de-chaussée, les policiers saisissaient des documents dans le bureau de Fernandez. Le directeur, menotté, hurlait à propos d'avocats et de procès. Juliana ignorait ses cris, supervisant la saisie des dossiers et des disques durs. Béatrice fut placée dans l'ambulance. Ricardo monta avec elle, lui tenant la main pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital São Miguel, un établissement privé où des médecins de confiance les attendaient déjà. Pendant le trajet, Béatrice s'endormit, enfin en paix pour la première fois depuis 3 ans. À l'hôpital, les examens confirmèrent ce que tous soupçonnaient. Béatrice était mentalement saine. Aucune démence, aucune détérioration cognitive. Seulement les effets secondaires d'années de médication inutile et d'isolement forcé. Ricardo était à son chevet lorsque son téléphone sonna. C'était l'avocat Montenegro. Camila est au courant. Elle vient d'arriver à l'hôpital Santa Clara. Elle fait un scandale. Laissez-la crier. Il y a plus. La police a trouvé d'autres fichiers dans l'ordinateur de Fernandez. Votre épouse n'était pas sa première cliente. Il y a au moins 6 cas similaires ces 10 dernières années. Des membres de famille internés à tort pendant que des fortunes étaient détournées. Cela va exploser dans les médias. 2 heures plus tard, tandis que Béatrice se reposait sous des soins médicaux appropriés, Ricardo arriva à la maison. Camila était dans le salon, robe froissée, maquillage coulant, les yeux rouges de rage. « Tu as tout détruit !» cria-t-elle, jetant un vase qui éclata contre le mur. « Tout ce que nous avons construit. Tu n'as rien construit. Tu n'as fait que voler et mentir. » Camila s'avança vers lui, mais Elena apparut, tenant un téléphone. « La police est en route, Madame Camila. La docteure Juliana m'a demandé de vous informer qu'un mandat d'arrêt est en cours contre vous pour séquestration, falsification de documents, fraude et détournement de biens. » Le visage de Camila se vida de tout son sang. Elle regarda Ricardo, puis Elena, puis la porte, comme si elle calculait une fuite. « Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta femme. Tu étais ma femme. Maintenant tu n'es plus qu'une criminelle. » Les sirènes retentirent dehors. Camila tenta de fuir, mais 2 policiers entrèrent par la porte d'entrée. Elle cria, se débattit, menaça de procès et de scandale. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Les menottes claquèrent à ses poignets, tandis qu'on lui lisait ses droits à haute voix. Avant d'être emmenée, Camila cracha ses dernières paroles venimeuses. « Tu vas le regretter. Je vais engager les meilleurs avocats. Je vais détruire ta réputation. » Ricardo la regarda avec un calme qu'il ne se connaissait pas. « Fais ce que tu veux. Ma mère est vivante. C'est tout ce qui compte. » Camila fut traînée dehors, ses cris résonnant jusqu'à ce que la voiture de police disparaisse au bout de la rue. Le silence qui suivit fut libérateur. Ricardo marcha jusqu'au piano dans le salon de musique, le même piano que sa mère jouait quand il était enfant. Il passa les doigts sur les touches couvertes de poussière. Elena apparut à la porte, souriant pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. « Madame Béatrice va se rétablir complètement, monsieur. Les médecins l'ont assuré. Merci, Elena. Pour tout. Si vous n'aviez pas parlé. Certaines vérités doivent être criées pour être entendues.
Cette nuit-là, Ricardo retourna à l'hôpital. Il s'assit à côté du lit de sa mère, la regardant dormir paisiblement. Béatrice ouvrit lentement les yeux, souriant en voyant son fils. « J'ai rêvé que tu jouais du piano pour moi, » murmura-t-elle. Ricardo serra doucement sa main. « Bientôt, je jouerai à nouveau, maman. À la maison. Là où tu aurais toujours dû être. » Béatrice referma les yeux, une larme de bonheur glissant sur sa joue. Dehors, à la fenêtre de l'hôpital, la ville commençait à s'éveiller. Le soleil se levait lentement, peignant le ciel d'or et de rose. C'était un nouveau jour. Un recommencement. La vérité avait triomphé des mensonges. L'amour avait survécu à la trahison. Et pour la première fois depuis 3 ans, Ricardo put respirer. 3 mois plus tard, le manoir était méconnaissable. Les lourds rideaux avaient été remplacés par des tissus légers laissant entrer librement le soleil. Des fleurs fraîches décoraient chaque pièce. L'odeur d'un gâteau en train de cuire venait de la cuisine, mêlée au son des rires. Béatrice était assise dans le jardin, un châle de laine sur les épaules malgré la chaleur du jour. Ses cheveux étaient coupés et coiffés, son visage avait retrouvé une couleur saine. Elena était à ses côtés, lui montrant des photos dans un vieil album. Les 2 femmes parlaient comme de vieilles amies, se rappelant des histoires d'avant la tragédie. Ricardo observait depuis la fenêtre du bureau, un sourire sincère aux lèvres. Le rétablissement de sa mère avait été plus rapide que ce que les médecins prévoyaient. Sans la médication excessive, son esprit avait retrouvé sa clarté. La physiothérapie lui avait rendu la force de son corps. Mais ce qui l'avait vraiment guéri, c'était l'amour, la présence constante de son fils, la certitude de ne plus jamais être abandonné. Le téléphone sonna. C'était Monténégro. Le procès de Camila est fixé pour le mois prochain. Avec toutes les preuves que nous avons, le parquet est confiant. Elle prendra au minimum 15 ans. Et le docteur Fernandez ? 25 ans. En plus de votre affaire, nous avons réussi à retrouver les autres familles. 5 d'entre elles ont accepté de témoigner. Une femme de 82 ans était internée depuis 7 ans pendant que son neveu vendait ses biens. Une autre avait été déclarée morte, exactement comme Donna Béatrice. C'est dévastateur, Ricardo. Combien de personnes sont encore prisonnières dans de tels endroits? Cette question hantait Ricardo depuis ce jour à l'hôpital Santa Clara. Il ne pouvait oublier les visages derrière les portes, les regards vides des autres patients. Des gens oubliés, effacés de la société parce qu'ils étaient devenus gênants. « J'ai une idée », dit Ricardo lentement. « Quelque chose que je dois faire. » Une semaine plus tard, il réunit Béatrice, Elena et Monténégro dans le salon. Il étala des papiers sur la table basse. Plans architecturaux, devis, projets. « Je veux transformer la moitié de cette propriété en un centre d'accueil », annonça-t-il. Un lieu pour les personnes victimes d'internements injustes, qui n'ont nulle part où aller, qui ont besoin d'aide pour reconstruire leur vie. Béatrice prit la main de son fils, les yeux brillants de larmes de fierté. « Ton grand-père disait toujours que la richesse sans but n'est que de l'or froid. Tu donnes de la chaleur à notre or, mon fils. Je veux l'appeler Institut Béatrice. En ton honneur. » La matriarche secoua la tête, serrant plus fort sa main. « Non. Appelle-le Institut Recommencement. Parce que c'est ce que nous méritons tous. Une seconde chance. » Le projet prit forme rapidement. Ricardo vendit les propriétés inutiles, les investissements que Camila avait faits avec l'argent volé à la famille. Chaque centime fut destiné à l'Institut. Des architectes bénévoles dessinèrent les plans. Des médecins, psychologues et assistants sociaux se proposèrent pour y travailler. Elena fut nommée coordinatrice générale. Personne ne comprenait mieux ce dont ces gens avaient besoin qu'une personne ayant été témoin de leur souffrance de près. 6 mois après le sauvetage de Béatrice, l'Institut Recommencement ouvrit ses portes. 20 chambres confortables, des salles de thérapie, des jardins pour marcher, une bibliothèque, une cuisine communautaire où les résidents pouvaient cuisiner ensemble. Ce n'était pas un hôpital. C'était un foyer. Les premiers résidents incluaient 3 des victimes de Fernandez. L'une d'elles était Teresa, la femme déclarée morte par son propre frère. Elle pleura en entrant dans la chambre lumineuse, touchant les rideaux fleuris comme s'ils étaient faits de rêve. « C'est réel ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Puis-je vraiment rester ici ? Aussi longtemps que vous en aurez besoin ?» répondit Elena en la serrant dans ses bras. L'histoire fit la une des journaux. Des journalistes campaient devant le manoir pour demander des interviews. Ricardo refusa la plupart, mais accepta de parler dans une grande émission de télévision. Il voulait que le monde sache. Il voulait que d'autres familles fassent attention à leurs aînés. Il voulait que plus personne ne soit oublié. Pendant l'interview, assis à côté de sa mère, Ricardo parla d'une voix ferme.
Les gens deviennent invisibles non pas quand ils vieillissent, mais quand nous cessons de les regarder. Ma mère a crié pendant 3 ans et personne ne l'a entendue parce que personne n'a voulu écouter. Combien d'autres crient encore aujourd'hui? L'interview devint virale. Des dons affluèrent de tout le pays. D'autres villes demandèrent de l'aide pour créer des instituts similaires. Le mouvement grandit bien au-delà de ce que Ricardo avait imaginé. Lors du premier anniversaire de l'ouverture de l'Institut Recommencement, ils organisèrent une fête dans le jardin. 52 résidents étaient présents, certains déjà prêts à reprendre une vie indépendante, d'autres encore en voie de guérison. Il y avait de la musique, de la nourriture, des étreintes. Béatrice demanda le silence et se leva, appuyée sur sa canne décorée de fleurs peintes par l'une des résidentes. « J'étais morte, dit-elle, sa voix résonnant dans le jardin. Pas parce que mon corps s'était arrêté, mais parce que ma vie m'avait été volée. Aujourd'hui, je suis vivante à nouveau. Pas seulement moi, mais chaque personne ici. On nous a volés, oubliés, enterrés vivants. Mais nous avons survécu. Et maintenant, nous brillons. » Les applaudissements furent assourdissants. Ricardo étreignit sa mère, submergé de gratitude. Il avait perdu la moitié de sa fortune dans le divorce. Il avait perdu des amis qui avaient cru aux mensonges de Camila. Mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Le retour de sa mère, un véritable but, et la certitude qu'il faisait une différence. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Ricardo s'assit au piano. Ses mains touchèrent les premières notes d'une mélodie que sa mère jouait quand il était enfant. Béatrice apparut à la porte, souriant. « Je pensais que je ne t'entendrais plus jamais jouer, » dit-elle. « J'ai promis que je jouerais pour toi à la maison. Je tiens ma promesse. » Béatrice s'assit à côté de son fils sur le banc du piano. Ensemble, ils jouèrent l'ancienne mélodie, leurs mains se déplaçant en parfaite harmonie. La musique emplit la maison, chassant les derniers fantômes de douleur et de trahison. Dehors, Elena s'arrêta dans le jardin pour écouter. Elle leva les yeux vers les fenêtres illuminées du manoir et sourit. Elle pensa à quel point un seul cri avait tout changé. À quel point la vérité, aussi douloureuse soit-elle, en vaut toujours la peine. Si cette histoire de courage et de renouveau vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour que davantage de personnes puissent découvrir l'importance de ne jamais abandonner